Bonjour tout le monde. Hello everyone. Bienvenue à notre première conférence du réseau Une seule santé sur la modélisation, qu'on appelle aussi Omni Réunis. La conférence fait partie d'une série de conférences d'experts de 2022. Mon nom est le Dr Hélène Carabin. Je vais être votre modératrice pour aujourd'hui. Et je suis aussi la co-directrice, une de 3 co-directeurs d'Omni Réunis, notre réseau. L'événement aujourd'hui va se dérouler en français et en anglais avec des sous-titres en anglais. So this will be a bilingual event in French and English with English subtitles. Before we begin, let us acknowledge and recognize the indigenous land on which we are on, or at least I am on right now. I am joining from Université de Montréal. Alors, Université de Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. So we are very, very excited today that you'll be joining us to hear our expert guest speaker, Dr. Karine Chavet-Monfray, and she will share her reflections on modeling for infectious diseases in the framework of a One Health approach. This is the first of many talks, part of our distinguished lecture series. This lecture series is an important one for our network, Omni Réunis, because our goal is to highlight the relevance and importance of various fields and disciplines working to advance research in modeling emerging infectious diseases and reflect how we can include a One Health approach in doing so. Dans le courant de l'année, nous inviterons des experts à partager avec nous leurs recherches du point de vue de leur domaine en matière de santé publique, de santé des animaux sauvages et domestiques, de l'environnement et de l'approche d'une seule santé, en mettant l'emphase sur les problèmes de recherche, la collecte et les sources de données, les défis et la pertinence de leur domaine pour la modélisation. But first, to get us started, I am delighted to welcome our special guest who will give us opening remarks. The president of NSERC, Dr. Alejandro Adem. Professor Adem was appointed president of NSERC in October 2019. He's a highly accomplished researcher in the field of mathematics and faculty member at the University of British Columbia. Professor Adem has significant leadership experience in the Canadian research and innovation ecosystem. He's also currently the chair of the Canada Research Coordinating Committee and vice chair of the governing board of the Global Research Council. Nous sommes donc reconnaissants de l'investissement du CRSNG dans le réseau Omni Réunis et nous vous remercions d'être ici aujourd'hui. Alors, bienvenue, Monsieur Dr. Adem. Merci. It's up to you. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première conférence en 2022 du réseau Une seule santé sur la modélisation des infections. Je suis heureux de constater que le comité organisateur vise un large public avec la conférence d'aujourd'hui, puisque le sujet intéresse un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. À maintes reprises au cours des dernières années, il a été soulevé que le monde commence tout juste à constater le rôle essentiel qui jouent la science, la technologie, la génie et les mathématiques pour nous aider à surmonter les grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société.
la modélisation des maladies infectieuses émergentes a toujours été un domaine de recherche très utile, mais c'est un domaine qui a gagné une importance cruciale depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il y a 2 ans, la personne moyenne au Canada avait plutôt tendance à ne pas tenir compte des données concernant, par exemple, la propagation des variants, les taux d'infection et le statut de vaccination de la population. Aujourd'hui, il s'agit d'informations diffusées tous les jours avec les nouvelles. La population canadienne, les politiciens et les décideuses et décideurs sont maintenant habitués à voir des statistiques, des diagrammes et des prévisions. Ils se fient désormais à la modélisation pour guider leur activité au quotidien et planifier l'avenir. Il semble probable que ces modèles continueront d'occuper une place importante dans notre vie quotidienne pendant un certain temps. Et nous devons donc discuter les leçons tirées de la pandémie. NSERC is proud to support the mathematicians who have been such valuable partners in Canada's contributions to COVID-19 research. The One Health Modeling Network for Emerging Infections, led by Dr. Zhu at York University, is one of 5 research networks funded through a collaborative effort by NSERC and the Public Health Agency of Canada. The Emerging Infectious Diseases Modeling Initiative was launched to establish multidisciplinary networks of specialists to strengthen Canada's modeling and response to pandemics and other situations. NSERC and PHAC awarded a total of $10 million to networks of specialists from universities from coast to coast across Canada, working with numerous collaborators from national and international organizations. The work being conducted within these networks and by mathematical scientists, epidemiologists, and statisticians around the world will help public health leaders and organizations understand where and when infectious diseases may emerge and the best methods to protect the health of Canadians. La conférence d'aujourd'hui est une occasion d'en apprendre sur les avancées de l'approche Une seule santé dans la modélisation des maladies infectieuses et d'examiner les possibilités que nous avons pour faire en sorte que les communautés disposent des meilleurs outils et des connaissances les plus à jour pour combattre les crises qui surviendront à l'avenir. Je me réjouis d'entendre la présentation de Mme Chalvet-Monfray et j'espère qu'elle donnera lieu à des conversations intéressantes entre nous. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Dr. Adem. And now I would like to introduce another special guest, Dr. Amir Asif, to give us an opening address. Dr. Asif is Vice President of Research and Innovation at York University. Omni Réunis is hosted by York, and thanks to their generous support, the university is establishing an Omni Research Lab for our residents and visiting researchers. Dr. Asif is the recipient of several prestigious teaching awards and has published extensively in scientific journals and international conferences, with his research focusing on developing next generation technologies for a variety of everyday applications, including health and medical devices. We are pleased to have him here today. Welcome, Dr. Asif. Hi, sorry, just coming online. Unfortunately, there's a bit of a technical issue on the side for Dr. Amir Asif. So for now, we will move on to the next slide. Apologies. Thank you. Oh, well, that's okay. So the next slide is actually just to say that the Omni Réunis, our network, is co-directed by 3 people. As Dr. Adem mentioned, Dr. Wai-Ping Zhou is the principal investigator of the network, and he also directs, of course, the network at York. Mark
Lewis is the co-director. He's from the University of Alberta, and he also, helps us lead this large network of 72 researchers across Canada. And then finally, there's myself at Université de Montréal. So I don't know if we have Dr. Asif online. If not, I'll go ahead and introduce Karine Chalvet-Monfray. Donc, we are pleased to have Dr. Karine Chalvet-Monfray here with us, all the way from France, to share with us réflexions sur la modélisation pour les maladies infectieuses dans le cadre d'une approche d'une seule santé. Donc, professeur Karine Chalvet-Monfray est vétérinaire de formation et professeure de statistique et d'épidémiologie à VetAgroSup, qui est située à Lyon, en France, depuis 2013. Elle a obtenu un doctorat en biométrie en 1996 et une habilitation à diriger des recherches médicales en 2006. Depuis 2015, elle est la directrice adjointe de l'unité de recherche épidémiologie des maladies animales et zoonotiques à l'INRE, c'est l'Institut national de recherche en agronomie, agriculture, et un autre, alimentation et environnement à VetAgroSup. Elle enseigne la modélisation des maladies infectieuses à la faculté de médecine à Lyon et à Grenoble. Son sujet central est la modélisation des maladies infectieuses zoonotiques, en lien avec l'environnement et la météo. So in English now, Professor Karine Chalvet-Monfray is a veterinarian, full professor of statistics and epidemiology at VetAgroSup in France since 2013. She obtained a PhD in biometrics in 1996 and accreditation to supervise medical research in 2006. Since 2015, she is the deputy head of the research unit epidemiology of animal and zoonotic diseases at INRAE. She teaches the modeling of infectious diseases in the Faculty of Medicine, both in Lyon and Grenoble. Her topic of interest is the modeling of zoonotic infectious diseases in relation with the environment and weather. So with this being said, I will pass the screen to Dr. Chalvet-Monfray. Bienvenue, Karine. Merci et à bonjour, merci à tous. Alors, je vais vérifier que ça va fonctionner. Did you see my screen? Oui. Okay. I am surprised because I asked my screen to have some sous-titres in English when I speak French, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ça marchait pourtant encore ce matin. Est-ce que vous voyez apparaître les sous-titres? Oui, non, mais retourne où tu étais là. Sorry, we're going to fix this. Oui, toujours difficile. Oui, voilà. Ici, langue parlée français. OK. Langue sous-titre anglais. En dessous de la diapositive. Ah, mais je crois qu'il y a parfois paramètres audio autorisés peut-être. Ah, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Vas-y. Alors, est-ce que... Oui, ça y est, démarrage des sous-titres. Bonjour à tous. Merci Omni Réunis, tout le réseau Omni Réunis de me donner l'occasion de pouvoir donner ma réflexion autour de la modélisation des maladies infectieuses dans le cadre de l'approche Une seule santé. Je suis vraiment très honorée de la chance qu'on me fait de me donner l'occasion d'être pour la première conférence. Alors, je voulais vous proposer de faire un petit saut en arrière
il y a exactement 2 ans, commençait l'épidémie de coronavirus et plus particulièrement un peu plus de 2 ans, mais en France, par exemple, c'est un article du Monde, donc daté du 15 mars 2020, où on commençait à parler des modèles en disant des modélisations confidentielles qui parlaient de l'épidémie de Covid-19 qui pourrait provoquer en France, en absence de toute mesure de prévention, 300 000 à 500 000 morts. Ça semblait complètement insensé. À la même époque, Global News, donc une chaîne au Canada, indiquait aussi des premières prévisions de 6 000 morts durant le mois d'avril, etc. Et que s'est-il passé? 2 ans plus tard, en France, nous sommes à 140 000 morts officielles, malgré beaucoup d'efforts qui ont été réalisés pour essayer de contrer cette maladie. Et puis, ça continue toujours 2 ans plus tard. Voici les derniers modèles de ce mois-ci réalisés par l'Institut Pasteur pour mars 2022 avec le lever des dernières barrières, des dernières mesures. Ça y est, le masque n'est plus obligatoire pour les cours maintenant, donc depuis 2 jours. Et ils font des hypothèses de reprise. Et effectivement, là, c'est les données observées. Effectivement, c'est en train de reprendre doucement. Voilà. Donc, les modèles continuent à être utilisés énormément dans l'épidémie de Covid-19. Mais les modèles, en fait, en épidémie, ça n'a rien de nouveau. Et l'un des premiers, c'est Daniel Bernoulli, qui était un médecin suisse, qui était à la fois aussi physicien et mathématicien, qui est mort le 17 mars 1782, donc ça va bien, dans 2 jours, ça fera 240 ans. Et cette personne, en fait, en avril 1760, a proposé, a présenté ses travaux sur une nouvelle analyse sur la mortalité causée par la petite vérole et les avantages de l'inoculation pour la prévenir. Bref, il y a plus de 250 ans, il réfléchissait sur l'intérêt de la vaccination pour diminuer la mortalité. Donc, vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont quelques siècles d'avance sur les autres. Et en fait, il avait tellement d'avance que ces idées ont mis un certain temps avant de revenir à l'actualité. Et c'est beaucoup plus tard que Sir Ronald Ross, qui était un médecin britannique, mathématicien épidémiologiste, qui avait touché à vraiment beaucoup de domaines, qui a été prix Nobel de médecine en 1902 pour ses travaux sur la transmission du paludisme. Et dès 1908, il a commencé à réfléchir à faire des modèles mathématiques. C'est avec lui qu'il a vraiment été initié l'épidémiologie mathématique et a introduit une notion de seuil. Et par la suite, en fait, il a initié toute une école britannique qui ont été suivies par William Kermick, qui était un biochimiste écossais, et Anderson Graham Kendrick, qui, eux, ont initié dans les années 20-30 des premiers modèles, les premiers modèles SIR qui sont énormément utilisés de nos jours en ayant été améliorés. Et puis, ce travail-là a toujours constitué dans la même organisation par les travaux de George MacDonald, qui, lui, a été aussi travaillé aussi à l'Institut Ross sur la malaria, et qui a été le premier à introduire le terme de Basic Reproduction Rate, le fameux R0. Et
ce travail a été vraiment le démarrage et n'a été réalisé vraiment, a été utilisé d'une manière vraiment importante qu'à partir du moment où les ordinateurs ont été là. Et beaucoup plus tard, alors là, je vais venir à ma situation personnelle. Quand j'ai commencé à vouloir travailler sur la modélisation, je suis allée voir mon frère qui travaillait sur des modèles sur le changement climatique. Et sur sa porte, il y avait une affiche qui représentait ceci. Alors, je vous laisse le temps de lire. Et donc, c'était un document qui était sur tous les pièges qu'il y avait dans la modélisation. Et je trouvais ça très intéressant de dire, ça donne important, mais il y a plein de pièges. Et je me pose toujours la question, où est-ce que je suis dans ce diagramme tout le temps? Où est-ce que je suis là-dedans? Et donc, alors, il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas une critique des modèles, c'est juste se dire attention, c'est une mise en garde à chaque fois de penser au piège et ne pas prendre le modèle comme une boîte noire. Il faut tout croire de manière aveugle, mais toujours bien réfléchir, douter et oser. Voilà. Donc, régulièrement, quand j'apporterai des points dans la présentation qui me rappelleront un des pièges de ce modèle, et ben, je le ferai réapparaître avec le logo de danger. Alors, souvent on dit que les modèles sont faux, mais ce n'est pas grave qu'ils soient faux. Le modèle, il faut garder à l'esprit que c'est toujours une représentation simplifiée de la réalité, comme de la même manière, une carte est une représentation aussi qui est fausse, mais qui n'est pas forcément grave et qui peut être très utile quand ça représente ce qu'on veut. Par exemple, ici, on a une carte du trajet entre Montréal et Toronto. La carte, en fait, dans ses proportions, quelque part, hypertrophie les routes. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et que si on avait une représentation qui se rapproche plus de la réalité, ben, ça serait absolument inutile. Donc, le fait qu'un modèle donne des résultats faux n'est pas forcément un problème en soi. Après, ça peut être utile, comme une carte peut être utile, mais ça peut être utile pour différents éléments. Ça pourrait être utile au départ pour comprendre le mécanisme, pour aussi, comme on l'a vu dans le cas du Covid, pour faire comprendre aussi au grand public ou aux personnes responsables des politiques de prendre des mesures. Ça permet aussi de prédire, ça permet aussi de faire des décisions, ça permet aussi a posteriori de vérifier si les décisions étaient bonnes. Et ceci nécessite d'avoir des modèles de plus en plus précis. Mais ceci nécessite donc d'avoir beaucoup de données ou de plus en plus de données ou de plus en plus de connaissances. Et en fait, il existe des multitudes de modèles. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas du tout vous présenter, mais essayer de trouver les traits caractéristiques ou les points communs. Donc, on peut imaginer, en simplifiant à l'extrême, qu'il y a deux grands pôles dans la modélisation. Il y a les modèles qui sont, excusez-moi, je vais utiliser des termes anglais en prononçant avec un accent français, donc des data-driven ou des knowledge-driven, et donc soit basés sur des données, soit basés sur des connaissances. Et par exemple, des modèles qui sont basés sur des données, c'est tout ce qui est statistique inférentielle avec tout ce qui est régression logistique, c'est resté en français, logistic regression. C'est aussi l'intelligence, tous les modèles d'intelligence artificielle ou de deep learning qui vont être basés sur beaucoup de données. Et là, il y en a encore d'autres. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce qui est modèle basé sur la connaissance, comme les modèles SIR, qui sont souvent décrits mathématiquement sous forme d'équations différentielles ordinaires, ou ça peut aussi dériver avec des modèles stochastiques ou des automates cellulaires, etc.
Après, si on a des données qui sont des modèles qui sont basés sur les données, il est important d'avoir des données nombreuses et qu'il n'y ait pas des erreurs dans les observations qui vont introduire des biais. Attention, si on a des modèles qui sont basés sur la connaissance, il faut faire attention qu'il n'y a pas d'erreurs dans la théorie sous-jacente, que les modèles ne sont pas sursimplifiés, etc. Donc, à chaque fois, bien avoir un regard critique sur ce qui nourrit le modèle. Et puis aussi, alors quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, il y avait vraiment un monde entre le data-driven, c'était les statisticiens, et le knowledge-driven, c'était les mathématiciens. Et il y avait très peu de ponts entre les deux, et c'était dommage. Donc maintenant, l'avantage, c'est d'apporter ces deux approches. Alors, j'ai pour ça deux exemples. Les travaux d'une équipe aux Pays-Bas qui ont à la fois utilisé des données d'expérimentation sur la transmission de la fièvre afteuse parmi des animaux, des porcs vaccinés ou non vaccinés. Donc, dans ce travail-là, il y avait une partie qui correspondait à des modèles basés sur la connaissance, des modèles SIR avec des taux de contact bêta, SI sur N, quelque chose de très classique. Et puis, il y avait aussi des outils de data-driven où on utilise des modèles de régression pour estimer les taux de contact, les modèles de survie pour estimer la période infectieuse et pouvoir ainsi calculer le R0, le taux de reproduction. Ça peut aussi être deux approches, peuvent être utilisées dans beaucoup de travaux actuels pour estimer le R ou le R de T le R0 lors d'une émergence. Ça peut aussi s'appuyer sur des statistiques, sur une approche bayésienne qui à la fois associe des données, mais aussi de la connaissance sous forme de a priori, qui est obtenue par de la connaissance d'experts, d'opinions d'experts qui apportent de la connaissance pour améliorer des modèles quand on a peu de données. Après, un modèle, il y a des multitudes de modèles en fonction de la cible visée. Est-ce qu'on veut comprendre ou est-ce qu'on veut prédire? Alors attention, si on veut comprendre, est-ce que on a le risque cette fois-ci d'avoir des modèles sursimplifiés? Est-ce qu'on a vraiment tous les éléments pertinents? Mais en fait, ce problème de modèles très simples, on a ce risque de modèles trop simples dans les modèles basés sur la connaissance, mais aussi dans les modèles basés sur les données où on a des analyses univariées ou ce qui commence à être vraiment de plus en plus rare, mais avoir des facteurs de confusion qui ne sont pas pris en compte. Donc, en fait, dans ces deux approches, on peut avoir ces problèmes de modèles sursimplifiés. De la même manière, quand on veut prédire, on veut rajouter des détails, etc. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire des raffinements de détails inutiles? Est-ce que dans tous mes modèles, est-ce que je n'ai pas des erreurs de code que je ne vois pas, etc. Donc, toujours garder un esprit critique et garder à l'esprit cette phrase de Voltaire qui est « Le mieux est l'ennemi du bien ». The best is the enemy of good. Et de la même manière, du côté des modèles data-driven, on a aussi ce souci du principe de parcimonie en statistique, en modélisation statistique, et aussi ce problème je vais le dire en anglais, de overfitting dans les cas de modèles en intelligence artificielle. Et puis aussi, il y a une multitude de modèles qui, en fonction du temps
de l'échelle de temps où on se situe par rapport à l'émergence. Par exemple, si on se situe en amont de l'émergence, c'est de se dire c'était les questions qu'on se posait avant que l'épidémie arrive sur notre territoire, c'est quel est le risque d'introduction? Donc, à ce moment-là, on regarde les différents chemins d'introduction et ça peut être le commerce, ça peut être l'immigration d'oiseaux selon les maladies, ça peut être les mouvements internationaux, que ce soit les mouvements de commerce, que ce soit les mouvements de population humaine à travers les déplacements en avion, comme ça a été souvent le cas pour les dernières émergences en maladies humaines. Et puis après, c'est pas le risque d'introduction, mais cette fois-ci, le risque que la maladie s'établisse et qu'elle se propage. Donc, les questions sont différentes. À ce moment-là, le modèle est différent. C'est est-ce qu'on va s'intéresser à est-ce qu'on a une population haute qui peut héberger le pathogène? Est-ce qu'on a, pour une maladie vectorielle, est-ce qu'on a des vecteurs compétents? Est-ce qu'on a des réservoirs animaux ou pas? Que serait le R0 dans les conditions à ce moment-là? Et puis, au fur et à mesure que la maladie se propage, on va essayer d'estimer quelles sont les conséquences en coût économique, conséquences en mortalité, en morbidité. Est-ce qu'on va être, combien de temps va-t-il falloir pour aboutir à une immunité de troupeau? Quelle va être la couverture vaccinale nécessaire? Quelles sont les mesures médicales à prendre en compte, etc. Et donc ça, c'est d'autres modèles encore qui vont être nécessaires. Et puis après, on commence avec des modèles et puis des hypothèses qu'on avait fait au départ ne sont plus valables. Il va falloir les améliorer. Par exemple, il va falloir prendre en compte le fait que la population, il y a un turnover de la population, qu'il y a des naissances, des morts naturelles, qu'il y a une perte d'immunité, qu'il peut y avoir l'apparition de nouveaux variants, que les comportements humains ou même animaux vont être modifiés et qu'on n'est plus sur une situation initiale, mais que la population de sensibles diminue, la population de résistants augmente et donc on n'a plus à faire un taux de reproduction de base, mais un taux de reproduction, un reproduction rate, dans ce cas-là, R de T, qui varie dans le temps. Et puis, enfin, plus tard, a posteriori, on peut aussi estimer avec des modèles si la gestion de la crise a été bonne, est-ce qu'elle aurait été améliorable, est-ce qu'elle était perfectible, etc. Et donc tout ça, c'est en lien avec différents modèles selon la question est posée. Alors, je vais maintenant voir des exemples de modèles dans les populations humaines, dans les populations animales, les spécificités et puis la prise en compte de l'environnement. Comme je ne suis pas médecin mais vétérinaire, je vais aller très vite sur la partie, je vais aller rester vraiment dans la partie basique des maladies humaines. Vraiment, les modèles basiques, c'est tout simplement le modèle de Kermack et Kendrick et voir après comment on peut l'adapter. Et donc, ce modèle très simple du modèle de SIRS qui a été utilisé même encore dans le Covid au départ, c'est qu'on considère que tous les individus sont soit sensibles, soit infectieux, soit résistants. Des fois, on prend aussi en compte le phénomène, la stade incubant. Et puis, on va considérer que la population est fermée et constante, que tous les individus sont susceptibles, sont sensibles, et qu'il n'y a pas d'immunité maternelle, par exemple, que tous les individus sont identiques, que de nouveaux cas par unité de temps est proportionnel au taux de contact entre sensibles et infectieux. Et puis, on va aussi considérer que la population est suffisamment grande. Et on va aussi considérer que le temps est continu et ce qui va pouvoir être pris en compte dans des modèles déterministes. Alors, un modèle déterministe, c'est un modèle pour lequel
quelles que soient les conditions initiales, le modèle donnera toujours le même résultat. Et on va aussi considérer que les facteurs ne changent pas au cours du temps, c'est un système autonome. Et donc, tout ça, sans prendre en compte la dimension spatiale, c'est le modèle SIRS de Kermack et McKendrick qu'on va représenter sous forme d'équations différentielles ordinaires. Donc, les sensibles vont se contaminer et devenir infectieux, puis vont guérir et devenir résistants. Et on va considérer notre population comme constante. Et par la suite, en fait, les résistants peuvent mourir avec un turnover naturel. C'est pour ça que ces deux flèches, en fait, sont équivalentes. Ici, ça veut sûrement dire que ces deux flux sont équivalents pour que la population reste constante. De la même manière, on peut avoir une mortalité des infectieux et puis aussi une mortalité des individus sensibles, avec toujours compensé par des nouveaux arrivants qui sont sensibles. Et on va aussi considérer que le taux de guérison, que le flux de guérison en fait est proportionnel au compartiment d'infectieux. Et donc, si on considère le taux de guérison gamma, eh ben, le flux est égal à gamma I. Et c'est ce qui correspond en fait à une décroissance exponentielle de ce compartiment. Et que les flux de mortalité sont aussi représentés de la même manière avec un taux de mortalité mu. Et donc, on a mu I, mu R et mu S pour prendre en compte ces turnovers de population. Et le dernier, pour décrire tout ce modèle, il me reste encore une étape, c'est d'expliquer la contamination des S. Et en fait, cette contamination des S, elle est à la fois proportionnelle au nombre de sensibles et au nombre d'infectieux. Donc, on peut considérer que chaque fois qu'un sensible fait la bise, il peut... Oui, excusez-moi, je suis française, donc on fait la bise, mais alors je ne sais pas comment on va dire au Canada, je sais pas, ouais, ou se faire des hugs. Et donc, chaque fois, il a bêta contact dans la journée. Donc, les sensibles auront bêta S contact par unité de temps. Et pour qu'il y ait une contamination, il faut qu'ils rencontrent un infectieux. Mais le pourcentage d'infectieux, en fait, c'est I sur N. Et voilà. Avec ça, on a décrit le modèle de Kermack et McKendrick. On peut l'écrire sous forme d'équation différentielle. Et ce bêta S I sur N correspond à ce qu'on appelle la loi d'action de masse. C'est celle qui régit aussi les échanges dans les réactions chimiques. I, en fait, c'est la prévalence, et I sur N, c'est le taux de prévalence. Ça peut être représenté sous forme d'équation différentielle. Donc, tout simplement, la variation des sensibles au cours du temps. Ben, on rajoute tous les termes en entrée et on enlève tous les termes en sortie. Et on fait de même pour les autres compartiments. Et on considère les conditions initiales que le nombre de sensibles, d'infectés et de résistants est supérieur ou égal à 0. On n'a pas de nombre négatif, ce qui ne devrait pas dire grand-chose. Et si on fait des simulations numériques pour ce type de modèle, eh ben, alors ici, on va considérer au départ qu'on a un infecté et que des sensibles. Eh ben, on va avoir on voit rien. Mais si on zoome, en fait, on se rend compte qu'au départ, le nombre d'infectieux diminue, que le nombre de résistants augmente puis diminue, et puis le nombre de sensibles, eh ben, il a légèrement diminué avant de revenir à une valeur élevée. Et si on représentait ceci I en fonction de S, on observerait un résultat qui se représenterait sur le plan de cette manière-ci. Alors, pourquoi je fais cette représentation-là? C'est parce que historiquement, Kermack et McKendrick, avant d'avoir des ordinateurs, ils analysaient tout en faisant ce qu'on appelle des plans de phase et pouvaient étudier le comportement d'un modèle, savoir quelles étaient ses solutions, rien qu'en étudiant
graphiquement ces plans de phase. Et où il faisait I en fonction de S. Et ici, dans le cas présent, R0, le taux de production de base est inférieur à 1. La maladie, en fait, ne peut pas se propager. Au contraire, si on augmente le taux de contact par 4, cette fois-ci, on n'observe plus du tout la même chose. Avec ce modèle très simple, on voit qu'au départ, le nombre de sensibles chute, le nombre d'infections augmente, puis chute à son tour parce qu'il n'y a plus assez de sensibles, le nombre de résistants augmente, et puis comme il y a un turnover, le nombre de résistants diminue, le nombre de sensibles augmente, donc de nouveau, ça permet une deuxième vague, et ainsi de suite, des vagues amorties. Et ici, on a une première vague épidémique et on arrive à une situation d'endémicité. Et si on représente ça dans ce plan de phase, on a un équilibre qui est complètement différent cette fois-ci. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre endémique. Et tout ça est dirigé en fait, et dépend en fait de ce taux de reproduction de base, s'il est supérieur ou inférieur à 1, du seuil de 1. Et en fait, c'est une notion fondamentale en épidémiologie mathématique, le taux de reproduction de base. C'est en fait le nombre de cas secondaires issus d'un unique cas primaire dans une population entièrement saine. Et en fait, il dépend à la fois de bêta, le nombre de cas secondaires pour un unique cas primaire par unité de temps, que multiplie le temps moyen qui reste au stade infection. Donc, ce qu'on voit, en fait, le R0 dépend uniquement des paramètres qui correspondent au stade infectieux. Et en fait, ce taux de contact et ce taux de guérison, etc., permet en fait de visualiser quels sont les contrôles possibles. Alors ici, j'ai représenté ici le taux de contact, ici le taux de guérison, ici cette droite qui passe non pas par l'origine, mais par mu 0. Ici, cette droite, bêta est égal à gamma plus mu, en fait, correspond au cas où R0 est égal à 1. Au-dessus, en dessous, R0 est inférieur à 1, et au-dessus, R0 est supérieur à 1. Donc, si on se trouve à cet endroit-là, eh ben, l'objectif des médecins, ça va être d'essayer de revenir, des médecins et de tout le responsable de santé publique, c'est d'arriver à aboutir à une situation où R0 va être inférieur à 1. Donc, il y a plusieurs possibilités, soit des mesures médicales, augmenter le taux de guérison, soit des mesures sanitaires, diminuer le taux de contact, ça va être des confinements, ça va être l'utilisation de masques, etc., de mesures barrières, ou bien on peut aussi associer des mesures médicales et des mesures sanitaires pour avoir un effort moindre pour arriver à contrôler la maladie. Donc ça, c'est le point de vue des médecins pour contrôler une maladie. On verra que pour les maladies animales, eh ben, on procède autrement et de manière beaucoup plus dure. Alors ici, je vous ai montré un exemple avec une maladie à transmission directe, mais lorsqu'on a des maladies à transmission vectorielle, comme la malaria, comme donc, le paludisme, la dengue, etc., eh ben, les formules du R0 sont un petit peu plus compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette formule, on a A qui apparaît au carré, c'est-à-dire que c'est un produit, ça intervient donc de manière beaucoup plus importante, c'est ce taux de contact entre l'hôte et le vecteur. Et par exemple, si on utilise des moustiquaires, eh ben, on diminue le taux de contact des hommes infectés vis-à-vis des vecteurs sains et des vecteurs infectés et des hommes sains. Donc, ça intervient 2 fois dans le cycle. C'est pour ça que ça intervient au carré. Et donc, l'utilisation des moustiquaires, par exemple, imprégnés d'insecticides, eh ben, vont à la fois diminuer ce taux de contact, mais aussi augmenter la mortalité des populations de moustiques et vont donc intervenir 2 fois aussi pour diminuer ce R0. Et puis, si par exemple, on associe diminution
le gîte larvaire, etc., on peut aussi agir sur et puis aussi par la mortalité, peut agir sur le nombre total de vecteurs. Donc, vous voyez, avec ces types de modèles assez simples, on peut arriver à comprendre et à réfléchir sur quelles sont les mesures les plus efficaces pour arriver à contrôler les maladies. Donc là, c'était vraiment des modèles très simples. Il y a plein de possibilités de variations. On peut prendre en compte l'immunité maternelle, on peut prendre en compte la structure en âge, on peut prendre en compte des comportements différents selon les individus, selon l'âge ou selon les catégories de personnes. On peut prendre aussi en compte des phénomènes de migration, immigration et migration. On peut prendre en compte l'espace en prenant en compte des villes, du déplacement entre des villes, etc. Donc, j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui de tout vous exposer, mais c'est vraiment possible, à partir de ce modèle simple, de prendre en compte tout ça. Maintenant, on va se focaliser sur des modèles pour les maladies animales et zoonotiques dans une approche une seule santé. Donc, en médecine vétérinaire, majoritairement, les modèles se portent sur les animaux domestiques et principalement sur le bétail. Et on voit à travers ces photos que dans ce qui est de l'élevage, on a des cas vraiment très différents, des animaux qui sont encore en contact avec l'environnement, ou des animaux isolés, des animaux avec des nombres très importants. Et puis, il y a aussi une caractéristique des animaux d'élevage, c'est l'identifiabilité des individus. Et donc, en fait, les spécificités, on va les retrouver, c'est qu'il y a un total contrôle des populations animales pour ce qui est des livestock, pour ce qui est de la reproduction, de l'alimentation, des mouvements, de l'abattage, qu'il y a des possibilités de traçage, ce qui a maintenant permis d'améliorer les modèles de risque de maladie. Aussi, une population animale, elle est regroupée en unités qui sont soit les troupeaux, les bâtiments, les étables, les élevages. Et puis, parfois, on ne va pas s'intéresser à l'animal, mais on va s'intéresser au groupe. Par exemple, pour la grippe aviaire, on ne va pas s'intéresser à l'individu, mais à la ferme, directement à la ferme, qui va être considérée comme sensible ou infectée. Après, on peut aussi, une caractéristique en médecine vétérinaire, c'est qu'on a je ne sais pas comment dire, oui, des élevages en bande, des flock breeding, où il n'y a pas de turnover et où la même tranche d'animaux vont être suivis. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, comme on a vu à travers l'exemple ici, pour les grands animaux comme les cattle, mais parfois, le groupe n'est pas très important. On n'a pas des populations immenses. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire en souriant, on bute sur la nature quantique de la vache. Ça veut dire que si dans un modèle, si on avait par exemple 8% de chances qu'une vache soit malade au temps d'après, si on n'a que 10 vaches, on aura 0,8 vaches de malades. Et 0,8 vaches, ça ne veut rien dire. C'est soit il y a une vache malade, soit elle n'est pas malade. Et donc là, il va être nécessaire de faire appel à d'autres outils, les modèles stochastiques qui sont à ce moment-là adaptés quand on a des petits groupes. Aussi, dans la médecine vétérinaire, on a la possibilité de réaliser des expérimentations animales, mais on le fait de moins en moins pour différentes raisons, parce qu'on veut réduire les expérimentations animales, et puis aussi parce qu'il y a un risque d'épidémie. Et en ce qui concerne les mesures, d'un point de vue vétérinaire, quand on s'adresse au bétail, on ne va pas s'intéresser à soigner les animaux dans le cas des épidémies, mais on va souvent, les techniques soient des techniques d'abattage, comme dans les grippes aviaires, la maladie de la fièvre afteuse, etc.
et puis des mesures sanitaires pour isoler les individus, arrêter les mouvements d'animaux, etc. Et on va arriver à contrôler la maladie par ce biais-là. Enfin, pour ce qui est maintenant de la prise en compte d'une seule santé, où on va prendre en compte l'environnement. Et là, en fait, on a plein de cas où on a ce problème de prise en compte de l'environnement quand les animaux sont en contact, par exemple, par la pâture, où les animaux vont aussi, pour l'élevage aviaire, avoir accès à des parcours, ou bien l'homme, lorsque dans son travail, dans ses loisirs, va se déplacer dans l'environnement, il peut être contaminé ici par la maladie de Lyme, par la grippe aviaire, par X maladies, ou par la tuberculose, par exemple, avec ces ponts entre la population animale, sauvage et domestique. Et en fait, quand on arrive à ce stade-là, il y a beaucoup de données qui sont manquantes parce que cette fois-ci, on n'a pas une traçabilité exhaustive de la vie sauvage et ça demande des efforts et des difficultés d'échantillonnage. Pour cela, on va faire appel à des proxys comme la végétation, comme les données météo, par la biodiversité, la densité de population, pour essayer d'approcher ces différents éléments. Alors, juste un rapide exemple de ce que nous faisons en France sur la maladie de Lyme. On a 11 observatoires de tiques et on mesure l'activité de tiques et par ailleurs, on mesure les conditions météo et on a pu caler, en prenant en compte des variables de météo et des variables d'environnement, arriver à pouvoir simuler cette abondance de tiques au cours du temps. Et donc, il peut servir dans des cas de maladies à transmission par les tiques. Après, aussi, ce qui est important à prendre en compte, c'est l'échelle spatiale lorsqu'on va s'intéresser à l'environnement. Ça ne va pas être le même poids des facteurs en fonction de l'échelle, si on a une échelle continentale ou une échelle locale. À une échelle continentale, le climat va avoir beaucoup d'importance, les échanges internationaux, les migrations à grande distance des oiseaux. C'est le cas, par exemple, de ce travail qui a été réalisé sur la leishmaniose en Afrique du Sud. Et donc, un des facteurs qui expliquait bien, c'était le facteur climatique. Mais le même travail réalisé cette fois-ci, non pas sur toute cette partie du continent nord-américain, mais uniquement en Guyane, et ben, ça va être d'autres facteurs pas climatiques qui vont être pertinent pour expliquer le niveau de la spécificité de la propagation de leishmaniose, mais des facteurs anthropiques, de biodiversité, de l'impact humain sur l'environnement. Donc, pour conclure, il est important au départ, quand on réalise des modèles, de bien définir l'objectif du modèle, d'apprécier si les données sont disponibles, si les connaissances sont disponibles, de voir comment il est possible de compléter ce qui manque avec des nouvelles observations, avec des nouvelles connaissances, et puis aussi de vérifier les résultats du modèle, et donc de vérifier si les conditions de validité des tests, des modèles sont vérifiées, si en utilisant des outils adaptés de diagnostic, en prenant en compte les incertitudes, en faisant des analyses de sensibilité des modèles, et puis en comparant ces résultats à d'autres observations. Et je voulais juste, pour conclure, revenir sur le Covid et des critiques que l'on entend parfois sur « mais alors, pourquoi la vaccination, on n'est pas arrivé à
aboutir à l'immunité de troupeau qu'on attendait avec le Covid, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser, etc. Alors, je voudrais juste refaire un petit retour sur les différents éléments qu'on ne savait pas au début. C'est par exemple qu'il y a eu des nouveaux variants qui avaient toujours un R0, si on pouvait le calculer, qui était plus élevé. Et que l'immunité de troupeau, le seuil, est égal à 1 moins 1 sur R0. Donc, plus le R0 augmente, et plus l'immunité de troupeau, on va avoir un seuil élevé. On est passé de 60% maintenant avec la nouvelle sous-variante d'Omicron qui est actuellement en France. On serait de l'ordre de, c'est pas encore bien sûr, de l'ordre de un R0 à 18. Et bien là, il faut une immunité de troupeau vraiment très élevée. En plus, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas être vacciné, les enfants, les personnes qui refusent la vaccination. De même, il y a une perte importante de l'immunité, tant par les personnes qui ont déjà été malades que les personnes vaccinées. Et donc, ça ne va pas modifier le seuil à atteindre, mais ça va juste rendre de plus en plus difficile. C'est comme si on remplissait un tonneau percé. Et puis, il faut garder aussi en mémoire que le vaccin protège contre les formes sévères, et c'est déjà ça, mais pas contre la contamination, comme certains ont cru le croire au départ. Donc, juste pour dire en fait que cette situation était complexe, mais que le modèle avait toute sa place pour nous aider à comprendre cette situation-là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Karine. Thank you very much for your presentation. So I invite those of you who have questions to write them in the Q&A. Donc, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans la section Q&A. Et en attendant, je vais demander au Dr. Asif de nous dire quelques mots. So in the meantime, I'll ask Dr. Asif to give us say a few words, given he's back now. Karine, peut-être arrêter de partager l'écran. Merci. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Dr. Helen Carabin. I'll start by thanking the sponsors and the moderator, Dr. Helen Carabin from University of Montreal, and our distinguished speaker today, Dr. Karine Chelway-Monfray from Lyon, France. I would also like to take this opportunity to thank NSERC and NSERC President, Dr. Alejandro Adam, for their support to the Omni One Health Modeling Network for Emerging Infections. Given that we are still in a COVID environment, though the future is looking bright, this distinguished series has taken an added dimension. Modeling emerging infectious diseases with a particular emphasis on One Health approach is vital, in my view, for the well-being of the society. York University has continued to support strong research in disease modeling, global health, artificial intelligence, and emergency management. One of our prominent researchers, Dr. Huiping Zhu, has been leading the Canadian Centre for Disease Modeling, CCDM, established in 2010 with a focus on strengthening the Canadian capacity for interdisciplinary research on disease modeling using cutting-edge mathematical and statistical techniques. York University is leading many research projects in this area. A recent example of an international collaboration in disease modeling is a project entitled Predictive Modeling and Forecasting of the Transmission of COVID-19 in Africa using Artificial Intelligence, which is funded by the International Development and Research Center. Working with organizations in Africa, the project develops models and simulations of COVID-19 relevant to specific cities, providing municipal and national health authorities and policymakers from across Africa with the practical tools they need to suppress subsequent waves of infections
and mitigate their impact. Again, I will conclude by thanking the sponsors and organizers, in particular, Dr. Karine Shelway-Monfrey for her wonderful presentation. Merci beaucoup. Have a great day. Merci beaucoup, Dr. Asif. Thank you very much. So are there any question or reflection or thoughts? I don't see anything in the Q&A right now. So I'll go ahead with a question. I'll say it both in French and English. Donc, Karine, est-ce que tu pourrais commenter sur comment on fait avec le R0 quand il y a plusieurs espèces animales ou quand il y a l'humain et des animaux? Et comment on fait aussi avec le R0 quand on parle d'animaux domestiques de production où il y a plusieurs fermes? Ça ne doit pas être la même chose. So I'll repeat the question in English. So how do we deal with R0 when there's several animal species, so human and animals, for example? And how do we deal with the fact that sometimes we're going to model a farm or farms and not animals per se? How do we understand or interpret or estimate R0? And the questions are coming in, so after this one, we'll have questions. Do you want I answer in English or do you want I answer in French? Franglish? Because now there is no subtitle, so Franglish. So I will try. And so I think for R0, there is two ways. It depends if if we are in data driven or if we are in knowledge driven. In knowledge driven, you can calculate R0 for you have different R0 and just to make for example, one host one, how many you get from the complete cycle. Even it takes some of the species, and so sometimes it starts to be a very complicated R0. But I remember, for example, in some parasite, some microparasite with different hosts, you can have a huge R0 like this, but it's possible. After, I think we can another way. It's just to see the curve of the beginning of the epidemics, or if we are in endemic situation, we can estimate that if there is no big variation. If you have the population of susceptibility, you have an idea about what is your R0. It is the inverse of R0. So we can estimate there is a R0 and there is also the RT. And this is another way to calculate. For example, you see the progression, the decreasing. So sometimes it can be under 0, under 1 or more than 1. Great, merci. La prochaine question est en français de Jacques Belair de l'Université de Montréal. La stochasticité des grands animaux est intéressante, le cas de la vache étant particulièrement probant. Y a-t-il un seuil de grosseur des animaux au-delà duquel les modèles continus perdent une grande part de leur utilité? Alors, je répondrai que ça ne dépend pas de la taille. Je vais donner un exemple parce que on a facilement, je dis n'importe quoi, 10 000 poulets, on n'a pas 10 000 bovins. Et en fait, c'est à partir du moment où on commence à arriver en dessous de 1. Je veux dire, quand on commence à avoir 2, 3 malades,
Et ben là, on a intérêt à passer sur du stochastique parce qu'on risque de tomber à 1 malade et 0 entre 0 et 1. C'est immense. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on s'approche d'avoir quelques animaux dans un stade? Et à partir du moment où on commence à avoir quelques animaux dans un stade, il faut passer dans du stochastique. Mais j'avais travaillé avec un étudiant thaïlandais sur du poulet. C'était pas très gros, mais on était obligé de passer sur du stochastique parce que les effectifs étaient petits. OK, super, merci. The next question is in English from Giridhara Paramesawaran. How do you tackle data from 3 domains having varied time points? That's a challenge in LMIC. So I guess, you know, in the One Health point of view, I guess that's the question. So if you have data from, I don't know, cattle, humans, and... Sorry, I don't understand. Je vais te le répéter en français. Oui. Comment tu gères le fait qu'il peut y avoir des données, si tu fais du data-driven, par exemple, qui proviennent de 3 espèces différentes ou 3 domaines différents qui ont été mesurés à différentes périodes, à différents moments? Ah, alors, qu'est-ce... Oui, for English. No, I will answer in English. So, what is the moment? What is the time? Is it very different? For example, if the seasonality is very different or not, because there is the effect of seasonality, which is very important, and how the situation is similar or not. And can we say that it is the same situation or it is very different? So often I think that the seasonality is a very important element in One Health. So especially in temperate area. Okay, so another question from Wendy Z. What do you think are important factors to consider for One Health models at the local level compared to more general models? So the question is, what is the size of what is the scale of the local? So is it a park? Is it a region? So I think this is a very important reflection when we start to modelize. How what I observe here can be to generalize in other dimension. So in our project, we try to because we just can do local things, but we try to choose very different environment, very different climate to see, did we see something similar with this using the same abiotic? Can we do something global, even we have only local things? I don't know if it's clear, but I think it's try to find some generalization of the local. Okay, so I'll ask one last question in the interest of time. Simon de Montigny asks, during COVID, there's been a challenge of developing models at very fast and modifying them continuously for very short-term decision-making. This is more challenging in knowledge-driven than in data-driven approach. Can you give your opinion
on what advantage knowledge-driven models have provided in COVID versus data-driven, considering that they are more difficult to build and calibrate. So can you, because I think I like this question, but can you, may I read it, or can you, because it's very, I am afraid that I don't understand everything. So can you... Je vais le dire en français. Bon, pendant la COVID, il a fallu développer faire beaucoup de modèles très rapidement. Alors, ce qu'il dit, c'est que pour pouvoir modifier des modèles, c'est plus difficile quand ce sont des modèles basés sur les connaissances par rapport à des modèles basés sur les données. Alors, il demande, selon toi, quel serait l'avantage de modèles basés sur les connaissances, ou enfin, qu'est-ce que les modèles basés sur les connaissances ont pu apporter à la modélisation de COVID par rapport à des modèles basés sur les données, étant donné qu'ils sont plus difficiles à monter? En fait, les modèles basés sur la... Oh, sorry. The knowledge-driven model help us to simulate new situation, because there is no observation. For example, to say what's happened if we do lockdown or not lockdown, if we open school, and we have no choice. We have to make the hypothesis, and after a posteriori we observe if it is good or not. Okay, well, thank you very much, Karine. Merci beaucoup. So we're gonna stop here in the interest of time. It's exactly 1 p.m. So thank you all for joining us, and I hope you'll be joining us for the next session that will be coming very soon. Thank you very much, and have a good day. Merci encore, Karine. Merci à vous pour toute cette organisation. Bravo pour le travail. Okay. Thanks, Elaine and Karine. Merci. Just, I couldn't clap, so here. Thank you. Merci beaucoup. Yeah, thank you, Karine.